Pendant ce temps, le téléphone de Maïna ne cessait de sonner. Certains l'appelaient en pleurant. D'autres réclamaient exactement la même perruque que Nancy avait portée. Assise dans son salon, les mains tremblantes, la respiration courte, Maïna ne savait plus quoi penser. Ce soir-là, sous une pluie battante, elle attrapa la boîte dorée, courut dehors dans la nuit noire, et de toutes ses forces, la lança dans la rivière. « Reprends ton bien, et laisse-moi tranquille. » Elle a crié de peur cette nuit-là, de toutes ses forces. Mais le lendemain matin, quand elle a ouvert son salon, la boîte dorée était là, posée bien tranquillement au milieu de sa table, comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, Maïna a compris qu'il n'y avait plus de retour possible. De l'extérieur, elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, la richesse, la notoriété, un but dans la vie. Son salon affichait complet pour des mois. Des gens traversaient même les régions rien que pour s'asseoir sur son fauteuil. Des marques lui proposaient des contrats. Les journaux voulaient l'interviewer. Et sur les réseaux, les influenceuses la surnommaient « la reine des cheveux ». Tremblait à chaque fois qu'elle touchait une nouvelle perruque. Et ses rêves, c'était le pire. Chaque nuit, elle voyait des femmes sans visage, en train de coiffer leurs longs cheveux mouillés avec des peignes faits en os. Elle chantait dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais au réveil, les mots résonnaient encore dans sa tête. Parfois, elle rêvait que la rivière engloutissait son salon, lentement, et que tout était tiré vers le fond. Dans tout ça, elle ne savait même plus quoi ressentir. Parfois, elle se disait qu'elle avait enfin réussi. D'autres fois, elle regrettait amèrement d'avoir ouvert cette porte ce soir-là. Puis, un matin calme, Dei est revenue. Mais cette fois, elle tenait une boîte en argent, bien plus petite. À l'intérieur, une seule perruque. Sur cette perruque, un petit mot plié. Cette perruque est pour toi seul. Toi seul peux la porter. Maïna a fixé la perruque pendant de longues minutes. Puis, lentement, elle l'a posée sur sa tête. Dès que les mèches ont touché son cuir chevelu, tout son corps s'est figé. Ses yeux se sont renversés en arrière. Son esprit s'est fendu comme une fenêtre dans une tempête. Et là, elle a eu une vision. Elle a vu Dei crier, en train de se faire tirer vers la rivière par les habitants du village. Puis, elle a vu la communauté d'Ekemawata qui vivait dans une paix totale il y a très longtemps, une harmonie presque surnaturelle. Mais cette paix n'était pas gratuite. Elle avait été achetée au prix fort. Dans cette région, un pacte ancien avait été conclu. Personne n'en parlait en public, mais tout le monde le respectait en silence. Chaque année, la rivière exigeait 12 vierges. 12 filles à offrir en échange de la prospérité, de la tranquillité et d'une richesse hors du commun. À cette époque, on disait que la pauvreté n'existait pas à Ekema. Soit on est moyen, soit on était très riche. Il n'y avait pas de pauvres. Et donc, chaque année, des mères préparaient leurs filles pour le rituel, même quand leur cœur était brisé. Ce n'était jamais un choix facile. Mais la peur les faisait obéir. Certaines tentaient de cacher leurs filles. D'autres les envoyaient dans des villages éloignés, espérant que la rivière les oublierait. Mais les filles d'Ekema ne pouvaient pas être cachées. Où qu'elles soient, la rivière finit. Ils finissaient toujours par les retrouver. Le jour de la cérémonie, les jeunes filles se faisaient raser la tête, elles s'habillaient de panne blanc, portaient sur la tête des plateaux remplis de leurs cheveux coupés, et marchaient en silence jusqu'au bord de l'eau. Vers minuit, une femme effrayante sortait de la rivière, une créature au regard démoniaque, et traînait les filles avec elle. Elle criait, elle suppliait. Mais leur sort était déjà décidé. On ne les revoyait plus jamais. Personne ne savait si elles étaient mortes ou vivantes. Le silence et l'oubli les engloutissaient. Leur mère les regardait partir, en pleurant en silence. Certains priaient pour que les dieux ne leur donnent jamais de filles, tellement la douleur était insupportable. Pendant que les femmes pleuraient leurs enfants, les hommes, eux, se réjouissaient. Car ce sacrifice leur promettait plus de richesses, plus de contrats étrangers, plus d'abondance pour la communauté. La communauté a continué d'obéir à cette tradition cruelle, année après année, jusqu'au jour où une église est venue s'installer dans leur village. Tout a commencé avec quelques mères courageuses. Elles ont refusé, avec force, de livrer leurs filles. Grâce aux campagnes d'évangélisation, ces mères grâces ont eu la foi et se sont battues pour délivrer le village de ce culte obscur. Le jour du sacrifice, ces femmes ont emmené leurs filles à l'église, un lieu dans lequel elles avaient foi pour les protéger. Et grâce à de nombreuses prières, elles ont réussi à prendre le peu à peu. Les filles n'étaient plus conduites au bord de la rivière, mais à l'école, pour apprendre, pour rêver,
pour devenir utile à la communauté. Avec le temps, les hommes aussi ont rejoint la révolte contre ce rituel sanglant. Et ainsi, le pacte entre la rivière et le village d'Ekema fut brisé. Plus personne n'osait s'approcher de l'eau. On disait que ceux qui y allaient n'en revenaient jamais. 2 ans après la rupture du pacte, une fillette de 8 ans, la petite Inéa, a disparu. Le village entier s'est mobilisé. On a fouillé partout. Mais elle n'a jamais été retrouvée. Tout ce qu'on a retrouvé, ce sont ces minuscules sandales, l'une enfoncée dans la boue, l'autre flottant doucement au bord de la rivière. Certains ont dit qu'elle s'était noyée. D'autres pensaient à un enlèvement. Mais personne n'a su que la rivière avait commencé à préparer sa vengeance. Soudain Maïna revint à elle, toujours dans son salon de coiffure. La perruque sur sa tête avait disparu. Et toute la vision qu'elle venait d'avoir lui revint en mémoire. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Pourquoi suis-je venue m'installer ici sans poser de questions? Et quel est mon rôle dans toute cette histoire? Mais il n'y avait personne pour lui répondre. Alors, elle a fait semblant de rien. Elle a continué son travail comme si elle n'avait jamais rien vu. Les affaires allaient bien. Pendant un temps, aucun instant. Ses perruques ne faisaient plus de victimes. Le paradis de Maïna restait le salon le plus fréquenté d'Ekema, et même au-delà. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose de bizarre a commencé. Ses anciennes clientes fidèles ne revenaient plus. Au début, ce n'était qu'une ou deux. Puis ça a augmenté. Maïna ne s'en est pas trop inquiétée. Elle s'est dit qu'elles avaient peut-être déménagé, ou qu'elles étaient trop occupées. Mais chaque fois qu'elle essayait de les appeler, leur numéro était injoignable. Pourtant, le salon restait fréquenté. Mais ce n'était que des nouvelles clientes, qui ne voulaient qu'une chose, acheter une perruque. Et après leur achat, elles ne revenaient jamais. Un après-midi, alors qu'il faisait chaud et lourd, une femme a fait irruption dans le salon, pieds nus, les pagnes mal nouées autour de la taille, en larmes. Elle a attrapé Maïna par le bras et a crié. « Ma fille a porté ta perruque, et elle a disparu. » La femme s'est effondrée à genoux, en larmes. « Je l'ai suppliée de ne pas sortir cette nuit-là, » sanglotait-elle. Elle m'a dit qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange après avoir porté la perruque. Puis, elle a ajouté qu'elle sentait un appel depuis la rivière. Maïna est restée figée, la bouche grande ouverte, incapable de réagir. Mais elle a fini par rassembler un peu de courage et a répondu. « Mais en quoi ma perruque serait responsable de sa disparition? Vous voulez détruire mon travail et ma réputation? Je vous en prie, partez d'ici. » a-t-elle crié, plus nerveuse que réellement en colère. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, dans sa chambre, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle réfléchissait sans arrêt. « Est-ce que je dois tout arrêter et fuir ?» se demandait-elle. « Mais si je le fais, Dei me détruira. Je vais redevenir. » Elle s'est perdue dans ses pensées, et sans s'en rendre compte, elle s'est endormie. Et dans son sommeil, elle a rêvé. Elle voyait ses anciennes clientes, portant de magnifiques perruques, marcher au ralenti, en direction de la rivière. Elles avaient l'air calmes, paisibles, presque heureuses. Maïna s'est réveillée en sursaut, la respiration coupée, l'impression d'avoir avalé de l'eau. Mais son lit, lui, était parfaitement sec. Le lendemain matin, après avoir fini de tresser les cheveux d'une cliente, elle sortit pour jeter des déchets. Mais à peine avait-elle franchi le seuil qu'elle entendit une voix. « Maïna! Maïna! C'est moi, Madame Oji !» Elle s'arrêta net. Elle tourna la tête. Et là, devant ses yeux, Madame Oji, une de ses plus fidèles clientes, était dans la rivière. « Madame Oji! Mais, que faites-vous là? À cette heure-ci ?» Madame Oji sourit doucement. « Je suis en mission. Je viens accueillir les autres. Elles arrivent bientôt. Je voulais juste te saluer en passant. »« Une mission? Quelle mission? De quoi tu parles ?» demanda Maïna, confuse. Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Devant elle, 10 de ses anciennes clientes du village avançaient vers la rivière, comme contrôlées par une force invisible. Elles étaient bien habillées, coiffées de longues perruques brillantes. Maïna cria leur nom, leur demanda de s'arrêter. Aucune ne répondit. Elles continuèrent d'avancer, silencieusement, jusqu'à atteindre l'eau. Et là, elles suivirent Madame Oji, qui venait de révéler une queue de poisson à la place des jambes. Maïna, terrifiée, lâcha ce qu'elle tenait, courut à l'intérieur, attrapa ses clés, et prit la fuite sans se retourner. Cette nuit-là, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est réfugiée dans un hôtel hors du village.
Mais ce n'était que le début de sa descente. Avec le temps, des événements étranges commencèrent à secouer la communauté d'Ekema. Des parents pleuraient la disparition de leur fille. Des hommes racontaient que leur femme était sortie et n'était jamais revenue. Personne ne comprenait. Mais la peur grandissait. Le village entier est entré dans une ère de terreur. À partir de 18 heures, plus aucune femme n'osait sortir. Mais dans l'ombre, Mama Alake observait. Elle avait averti Maïna. Elle avait compris ce qui se passait. Et elle attendait le bon moment pour agir. Cela faisait maintenant un mois que Maïna n'avait pas rouvert son salon. Depuis sa dernière vision, elle avait juré de ne jamais y remettre les pieds. Mais ce jour-là, elle devait récupérer quelques affaires. Elle y retournait. Tourna. Vers 18 heures, alors qu'elle s'apprêtait à fermer la boutique, le ciel s'assombrit brusquement et elle sentit une présence. Mais ce qu'elle vit, fit sécher la salive dans sa bouche. Ce n'était pas Dei. C'était la reine des eaux elle-même. Mi-femme, mi-sirène, sa peau brillait comme du verre mouillé, et ses yeux avaient la profondeur d'un océan. Sans dire un mot, la créature la saisit par la main et l'entraîna vers la rivière. Quand Maïna rouvrit les yeux, elle était sous l'eau. Et elle non plus, n'avait plus l'air normal. Elle était devenue à moitié humaine, à moitié sirène. Autour d'elle, des femmes à la tête rasée étaient assises en cercle. Certaines lui étaient familières. Et Dei était là aussi. Avant qu'elle ne comprenne ce qu'il se passait, la reine mère des eaux apparut devant elle. « Bien joué, ma fille. Tu as bien servi. Tu m'as été fidèle. Et pour cela, tu seras récompensée. » La reine mère lui tendit un grand sac en nylon et ajouta « Voici des perruques spéciales, faites avec les cheveux de mes sujets. Tu vas retourner là-bas et distribuer ces perruques à toutes les femmes d'Ekema, déclara la reine mère, sa voix glaciale résonnant dans les profondeurs de l'eau. Une fois cette tâche accomplie, toutes les femmes de cette communauté seront à moi. Elles deviendront mes servantes, pour toujours. Quant aux hommes, ils souffriront, jusqu'à ce qu'ils rampent pour me supplier. J'ai béni ce peuple d'une richesse que même les humains ne peuvent imaginer. Et ils m'ont tourné le dos. Je ne connaîtrai pas le repos tant que je n'aurai pas repris le contrôle de cette terre. Maintenant, va et obéis. » Maïna, les mains tremblantes, prit le sac en nylon rempli des perruques maudites et remonta à la surface. Sa queue de poisson a disparu. Le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait à les distribuer, Mama Alake lui barra le chemin. « Mon enfant, pourquoi as-tu décidé de devenir l'instrument du diable? Que vas-tu vraiment gagner à sacrifier toutes les femmes de cette communauté ?» Maïna la regarda, choquée. « Mais, comment savez-vous ce que je comptais faire ?»« Je vois au-delà du visible, » répondit Mama Alake. « Depuis que ton salon a commencé à attirer les foules, je t'observe. Donne-moi ces perruques. Aujourd'hui, nous allons en finir. Suis-moi. » Encore terminé, déclara-t-elle. « Et toi, Maïna, n'ose jamais retourner dans ce salon. Et une fois tout ceci terminé, tu devras quitter cette communauté. Pour de bon. » Cette nuit-là, Maïna et Mama Alake dormirent à l'église. Pendant ce temps, sous la rivière, la reine-mère hurlait de rage. Les perruques qu'elle avait confiées à Maïna étaient les plus puissantes qu'elle possédait. Et maintenant, elles avaient été détruites. Elle décida donc le lendemain matin, la rumeur se répandit dans tout Ekema. Des êtres étranges avaient été vus près de la rivière, tout près de l'ancien salon de Maïna. La moitié du village accourut. Mais en arrivant, ils s'enfuirent aussitôt, terrifiés. Mama Alake, elle, savait. C'était le moment d'agir. Avec Maïna et quelques puissants hommes de Dieu, elle se dirigea directement vers la rivière. Et là, la reine-mère surgit des profondeurs. Cette fois, elle était plus effrayante que jamais, avec une longue queue sombre, des yeux noirs et un visage déformé. Le combat commença. Mama Alake et les pasteurs prièrent avec ferveur, pendant que la reine-mère et ses esclaves aquatiques ripostaient avec violence. Le combat dura plus de 10 minutes. Puis, Mama Alake entra elle-même dans l'eau. Elle fit face à la reine-mère et commença à lire des versets de la Bible à haute voix. Plus elle lisait, plus le corps de la créature se tordait, comme s'il brûlait de l'intérieur. Et tout à coup, la reine-mère se transforma en un petit poisson. Maman Alake la ramassa, sortit de l'eau, versa de l'huile d'onction sur le poisson, l'alluma, puis enterra les cendres derrière l'église. À ce moment précis, les femmes capturées par la rivière redevinrent normales. Même Dei, qui en réalité n'était autre que la petite Ineya, réapparut sous sa vraie forme. Et pendant que tout le monde pleurait de joie, le salon de Maïna prit feu tout seul.
Tout revenait enfin à la normale dans la communauté d'Ekema. Les familles se retrouvaient. Les esprits se calmaient. Quant à Maïna, elle quitta Ekema et partit s'installer à Lagos pour recommencer sa vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce récit, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires.